Et si je vous disais que la majeure partie de votre vie n'est pas contrôlée par vous, mais par ce qui vit au plus profond de votre propre esprit? Carl Jung croyait que le véritable ennemi des êtres humains n'est pas le monde extérieur, mais l'inconscient qu'ils refusent de voir. Tout ce que vous évitez de ressentir continue de vous contrôler en silence. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment tombe l'égoët, le soi intragissé en vous, et pourquoi faire face à ce qui est caché peut complètement changer la façon dont vous vous voyez, dont vous interagissez avec les autres et dont vous vivez. Restez jusqu'à la fin, car les révélations finales de cette vidéo ne sont pas que des aperçus, ce sont des miroirs. Et une fois vus, impossible de les oublier. Quelle partie de vous résiste le plus à être vue? Et que pensez-vous qu'elle essaie de vous apprendre? L'appel silencieux de l'âme. Carl Jung est le solitaire qui s'est éveillé. Il arrive un moment où le silence semble plus fort que n'importe quelle voix. Un moment où le bruit du monde devient insupportable, et où la seule issue est de se tourner vers l'intérieur. Peu de gens s'en rendent compte, mais c'est à ce moment précis que l'éveil de l'âme commence. Carl Jung disait que le véritable danger ne réside pas dans la solitude, mais dans le fait de ne jamais avoir été avec soi-même. Et c'est peut-être pour cela que les personnes qui marchent seules ne sont pas fragiles. Elles sont rares. Nous vivons à une époque où la valeur d'un être humain se mesure en nombre. Abonnés, mentions, j'aime, commentaires, invitations. À quel point on vous voit est devenu plus important que qui vous êtes. La solitude est devenue un véritable crime social. Mais Jung voyait le contraire. Pour lui, la solitude n'était pas une absence. C'était la possibilité pour l'âme de s'écouter sans interférence. L'homme moderne, disait-il, a perdu contact avec son propre inconscient et tente de compenser cette perte par des connexions superficielles. Imaginez un être qui n'a pas besoin de la foule pour exister. Il observe, analyse et ressent le monde différemment. Alors que chacun se précipite pour obtenir l'approbation, il s'interroge sur ce qui se cache derrière ce désir. Il ne craint pas le silence. Il craint de se perdre dans le bruit. Et c'est dans ce silence que sa transformation s'amorce. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment. Un voyage périlleux, car il oblige l'individu à se confronter au miroir de sa propre âme. Combien de personnes connaissez-vous qui se connaissent vraiment, qui ne façonnent pas leur visage, leur corps et leurs opinions pour s'intégrer? Il est curieux de constater que chacun affirme vouloir être authentique, tout en tremblant devant le prix que cela implique. L'authenticité isole et l'isolement révèle. Ceux qui osent être vrais s'éloignent inévitablement du faux. C'est pourquoi tant de personnes préfèrent le masque. Il procure chaleur et appartenance, même si le prix à payer est leur essence même. Ceux qui ont peu ou pas d'amis sont souvent ceux qui ont appris à rester fidèles à eux-mêmes. Ils ne se rabaissent pas pour des applaudissements, ne se diluent pas pour satisfaire aux attentes des autres. Ils ont découvert, même douloureusement, qu'il vaut mieux marcher seul qu'entouré de personnes invisibles. Jung voyait cela comme une force spirituelle, et non comme un défaut social. Celui qui regarde au-delà rêve, celui qui regarde au-dedans s'éveille. Et l'éveil, par nature, est solitaire. Il y a quelque chose de profondément courageux à être différent dans un monde qui exige la similitude. L'individu authentique paie un prix élevé, l'incompréhension. Et en même temps, il acquiert quelque chose d'inestimable, la liberté intérieure. Jung voyait ce type de personne comme quelqu'un qui traverse un chaos intérieur pour en ressortir plus complet, quelqu'un qui désobéit aux ordres invisibles du collectif. Il disait que tout processus de connaissance de soi commence par une rupture avec l'image que les autres ont de nous. Mais ce voyage est traversé par un conflit silencieux, la peur d'être incompris, la peur de perdre le peu de compagnie qui reste, la peur de ne pas être accepté. C'est le prix de l'éveil. Abandonner l'illusion que le véritable amour naît du conformisme. Jung enseignait que la rencontre avec soi-même est la rencontre avec quelque chose de divin et, en même temps, de terriblement humain. Les personnes qui vivent seules ou en petits groupes sont constamment confrontées à ce paradoxe. Elles aspirent à la connexion, mais refusent de corrompre leur essence pour l'obtenir. Et c'est pourquoi on les qualifie souvent de froids, distants et arrogants. Mais il n'y a pas de froideur chez ceux qui ont appris à se réchauffer de l'intérieur.
Il n'y a que la clarté de ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup pour se sentir complets. Ils ont appris que l'amour n'est pas une question de quantité, mais de qualité, qu'une présence juste, même rare, vaut mieux que 1000 présences vides, et qu'être seul parfois est le seul moyen de rester entier. Jung voyait l'individu solitaire comme une sorte d'alchimiste de l'âme. Tandis que le monde cherche à se distraire, il cherche du sens. Tandis que d'autres fuient, il se rapproche. C'est comme si le silence était son laboratoire secret, un espace où il observe, analyse et transforme ses émotions les plus sombres en lumière. Il sait qu'en chacun de nous existe un conflit éternel entre le masque que nous montrons et le soi que nous cachons. Et de ce conflit entre la personne et l'ombre naît l'authenticité. Mais ce voyage n'est pas de tout repos. Parfois, le silence devient pesant. Le monde paraît lointain, les gens superficiels, les conversations vides. Et la pensée surgit. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils retournent dans la foule, remettent le masque et prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, juste pour s'intégrer. Jung appelait cela la trahison de l'âme, le moment où un être renonce à sa vérité pour retrouver le confort de l'illusion. Et pourtant, il y a ceux qui persistent, ceux qui, même las, continuent de chercher un sens. Ce sont ceux qui s'éveillent lentement à une conscience plus profonde. Jung disait que l'âme humaine est comme une forêt sombre. Ceux qui y pénètrent sans courage sont perdus, mais ceux qui persistent trouvent des trésors que le monde extérieur ne connaîtra jamais. L'authenticité est donc la première porte d'accès à la sagesse. Ces personnes, de l'extérieur, paraissent réservées, mais intérieurement, elles portent en elles tout un univers. Elles ont un regard qui voit au-delà, une capacité d'écoute qui perçoit ce que les autres ne disent pas, et une intuition qui perçoit des vérités invisibles. Elles ne se contentent pas de réponses faciles. Elles veulent comprendre les causes cachées, les raisons invisibles, les courants psychologiques qui façonnent les êtres humains. Jung appelait cela l'impulsion, vocation de l'âme, le besoin de rechercher le sens plus profond derrière l'expérience humaine. Et c'est à ce stade que surgit le conflit le plus subtil, l'affrontement entre l'individuel et le collectif. Ceux qui cherchent à se connaître commencent à percevoir les schémas inconscients qui régissent la société. Ils réalisent qu'une grande partie de ce que nous appelons « normal » est en réalité une forme de folie collective. L'obsession de plaire, le besoin d'approbation, la peur du jugement, tous ces symptômes témoignent d'une âme qui a perdu le contact avec le soi, véritable centre de la psyché. Ainsi, ceux qui s'approchent de Jung sont confrontés à des questions déstabilisantes. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Quelle part de moi-même dois-je dissimuler pour être accepté? Combien de fois le silence m'a-t-il demandé de m'arrêter, mais j'ai continué à faire semblant? Ces questions, bien que douloureuses, sont libératrices, car seul ce qui est vu peut être transformé. Une personne avec peu d'amis vit dans une introspection constante. Ce n'est pas qu'elle refuse la compagnie, c'est qu'elle préfère les relations qui enrichissent la vie plutôt que de la lui enlever. Et, ironiquement, plus elle s'enfonce, plus il lui est difficile de trouver quelqu'un qui la comprenne. Mais Jung voyait là une forme de maturité spirituelle. Il disait que la solitude est le prix que l'esprit paie pour grandir au-delà de la surface. Il y a une noblesse discrète chez ceux qui cheminent seuls. Ils sont comme les gardiens de l'invisible. Ils perçoivent ce que les autres ignorent, ressentent ce qu'ils évitent. Ils ne recherchent pas la gloire, mais le sens. Ils ne cherchent pas à briller, mais à comprendre. Et dans cette quête, ils deviennent paradoxalement à la fois plus humains et plus divins, car plus la plongée intérieure est profonde, plus l'âme devient universelle. Mais il y a une chose que presque personne ne réalise. La personne solitaire n'est pas l'opposé de la sociabilité. Elle est l'équilibre perdu entre les deux. Elle ne rejette pas le monde, elle refuse simplement de s'y fondre. Elle participe, observe, apprend, mais n'oublie jamais d'où elle vient, le silence intérieur qui l'a façonnée. Jung croyait que le véritable être humain est celui qui peut être seul sans se sentir vide, et être avec les autres sans se perdre en eux. Le plus curieux, c'est qu'à mesure que l'individu devient plus authentique, le monde commence à le traiter comme un étranger. C'est comme si l'éveil créait une distance inévitable. Il perçoit le jeu des masques, comprend le drame social, mais ne peut plus y jouer de la même manière. Le faux sourire, le compliment intéressé, l'affection calculée, tout cela commence à lui faire mal, non pas par amertume, mais parce qu'il ne sait plus faire semblant de ne pas voir.
Et puis quelque chose change en lui. Il commence à se replier sur lui-même, d'abord un peu, puis davantage. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les réunions sociales lui semblent vides. Et, sans s'en rendre compte, il pénètre dans un territoire invisible, celui de la lucidité. Mais la lucidité a un prix. Celui qui voit trop, ressent trop. Carl Jung a dit que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, mais saigne aussi. Parce que voir la vérité est libérateur, mais aussi douloureux. Et c'est dans cette douleur que l'âme commence à grandir. La plupart des gens évitent ce chemin, mais certains le suivent jusqu'au bout. Et quand ils le font, ils découvrent quelque chose qui change tout. La solitude n'a jamais été l'absence d'amour. C'était le domaine où l'amour de soi pouvait enfin naître. Ce que personne ne réalise, c'est que, tandis que le monde tente de guérir la solitude, certains y ont découvert une forme d'illumination. Ils ne fuient pas la vie, ils y retournent. Et c'est à ce moment-là que le monde commence à changer, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et parfois, lorsque ces êtres trouvent enfin quelqu'un qui voit avec la même profondeur, ils ne se sentent plus seuls. Ils réalisent que la solitude n'a jamais été une fatalité. C'était simplement l'entraînement de l'âme à reconnaître la véritable rencontre lorsqu'elle se produit enfin. Et si je vous disais que la personne la plus seule que vous connaissez pourrait bien être la plus éveillée? Depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Le poids invisible de la liberté, Carl Jung et le pouvoir de la solitude. Il arrive un moment dans la vie où le silence n'est plus un choix, mais une nécessité. Un moment où le brouhaha des opinions, des attentes et des voix d'autrui devient si assourdissant que seul le repli sur soi semble offrir un sens. C'est à ce moment que beaucoup ressentent de la peur, mais ceux qui comprennent la valeur de cet appel intérieur découvrent ce que peu connaissent, l'indépendance émotionnelle. Carl Jung croyait que l'être humain ne devient véritablement libre que lorsqu'il cesse de chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve qu'en lui-même. Et cette libération, si elle peut sembler un accomplissement, est aussi un fardeau, car vivre sans dépendance, c'est marcher sans béquille, et peu sont prêts à cela. Il y a quelque chose de profondément troublant à réaliser que l'on n'a besoin de personne pour exister. La plupart des gens se définissent par le regard des autres, par les louanges, par l'acceptation, par un sentiment d'appartenance. Mais celui qui s'en libère franchit une frontière invisible. Il commence à habiter un territoire qui effraie ceux qui sont prisonniers du besoin d'approbation. C'est le territoire de la conscience individuelle. Jung appelait cela l'éveil du soi. Le moment où la psyché humaine commence à fonctionner par elle-même, guidée par une force intérieure qui ne demande pas la permission au monde. Mais cette liberté a un prix, la distance. La personne indépendante commence à comprendre que la plupart des relations humaines ne reposent pas sur l'affinité, mais sur la dépendance mutuelle. L'un a besoin d'être écouté, l'autre a besoin d'être apprécié. L'un a besoin de validation, l'autre a besoin de contrôle. Et lorsque quelqu'un cesse d'en avoir besoin, le système s'effondre. La personne indépendante devient, aux yeux des autres, une menace. Après tout, comment manipuler quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude? Jung voyait là la naissance de la maturité psychologique. L'individuation, ce processus par lequel l'ego cesse d'être esclave de l'approbation, est un rite de passage. Et comme tout rite, il est douloureux. Car, en se libérant du regard des autres, l'être humain perd aussi le miroir qui le soutenait. Il commence à se voir sans filtre, sans maquillage, sans le confort des mensonges qui le protégeaient de la vérité. L'indépendance est un miroir impitoyable. Elle reflète tout ce que l'être a tenté de cacher. Au début, il y a un vide. C'est inévitable. Après avoir vécu si longtemps nourri par des stimuli extérieurs, le silence semble insupportable. L'absence de validation crée un sentiment de néant. Si personne ne me voit, est-ce que j'existe encore? Telle est la question qui résonne dans l'esprit de ceux qui commencent à s'éveiller. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils retournent au bruit du monde, au réconfort des louanges, à l'engourdissement de la distraction. Mais ceux qui restent silencieux découvrent quelque chose de sublime, la présence intérieure. Jung disait que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer l'essentiel. C'est là la tragédie et le triomphe de l'indépendant. Il réalise que peu de gens peuvent comprendre ce qu'il ressent.
Tandis que d'autres parlent de choses, il réfléchit à leur signification. Tandis que d'autres mesurent le temps, il mesure l'âme. Et plus il s'enfonce, plus il lui est difficile de trouver quelqu'un pour l'accompagner. Cette indépendance, cependant, n'est pas froideur. C'est lucidité. C'est l'éveil d'une conscience qui comprend que le véritable amour ne naît pas de la nécessité, mais d'un choix. L'individu émotionnellement mature ne s'accroche pas. Il crée des liens. Il ne compte sur personne, mais accompagne. Il n'exige pas de présence. Il offre de la profondeur. Et cela le rend dangereux dans un monde habitué à la dépendance. Car sa liberté démantèle les fragiles structures émotionnelles de ceux qui vivent dans le besoin. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens craignent ceux qui ne se laissent pas facilement ébranler? Comment les indépendants sont pris pour des arrogants, les calmes pour des froids, les réservés pour des hostiles? C'est parce que leur force révèle la faiblesse des autres. Jung disait que l'inconscient collectif rejette tout ce qui rappelle à l'individu ses propres limites. C'est pourquoi la personne indépendante est souvent attaquée, critiquée ou isolée, non par malveillance, mais parce que sa présence force les autres à la regarder en face. Mais il y a quelque chose de profondément poétique dans cet isolement. C'est dans l'isolement que les êtres humains apprennent à se faire confiance. C'est dans l'isolement que l'intuition s'aiguise, que le discernement s'approfondit et que l'esprit se fortifie. L'individu indépendant apprend à résoudre ses propres conflits, à trouver en lui-même des réponses que le monde ne lui offrirait jamais. Et, curieusement, plus il se connaît, plus il devient compatissant, car il réalise que la plupart des gens sont encore prisonniers de leur enfance affective, dépendants de l'approbation, de la compagnie, des distractions. Il ne les juge pas, il prend simplement ses distances. Cette distance, cependant, n'est pas du mépris, c'est de l'amour mature. Jung y voyait la transition entre le moi social et le moi essentiel. Le premier cherche à être aimé, le second cherche à aimer sans se perdre. Lorsque l'individu atteint ce stade, il n'a plus besoin de personne pour se sentir complet, mais il n'a pas peur de s'ouvrir. Il vit dans un équilibre rare entre autonomie et empathie. Cependant, cet équilibre n'est pas facile à maintenir. Il y a des jours où le poids de la liberté devient étouffant. Car être libre, c'est porter son destin sur ses épaules. Plus d'excuses, plus de reproches, plus de béquilles. Tout ce qui arrive devient votre responsabilité, et cela demande du courage. Jung disait que l'homme moderne fuit la liberté parce qu'elle le force à devenir adulte. Il est plus confortable de blâmer les autres, la société, le gouvernement, le destin. Être libre, c'est être nu devant sa propre conscience. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. L'indépendant, au cœur de son autosuffisance, commence à manquer de véritable connexion. Il réalise que, malgré sa force, une part de son âme aspire au partage, non par nécessité, mais par amour sincère. C'est la frontière la plus délicate du voyage. Comment s'ouvrir sans se perdre à nouveau? Comment rester entier au cœur de la rencontre avec l'autre? Jung voyait ce dilemme comme le point de rencontre entre l'individuation et l'amour conscient, celui qui naît de la reconnaissance mutuelle de deux âmes entières, et non de l'union de deux moitiés en manque. Mais avant cela, il y a une étape inévitable, la solitude totale. L'être doit cheminer seul jusqu'à comprendre que ce n'est pas la compagnie qui donne un sens à la vie, mais la conscience de sa propre valeur. Et c'est dans ce silence radical que le soi, le centre le plus profond de la psyché, commence à parler. Sa voix est sereine, ferme, ancestrale. Elle ne crie pas, mais guide. Elle dit « Maintenant tu peux t'identifier sans te perdre, aimer sans dépendre, marcher sans suivre. » L'indépendance est une étape spirituelle, pas seulement psychologique. C'est la transition de l'être humain conditionné à l'être humain éveillé. Et ce qui est curieux, c'est que plus un être devient indépendant, plus il comprend que tout est interconnecté. Il cesse de rechercher du soutien et commence à soutenir. Il cesse de demander de la compréhension et commence à comprendre. Il cesse d'attendre de la reconnaissance et commence à reconnaître le sacré en chaque être, y compris en lui-même. Mais il y a un dernier paradoxe à ce voyage. Lorsque vous atteignez cet état de liberté, le monde tente à nouveau de vous piéger. On projette sur vous ses insécurités, ses ombres, sa culpabilité. Et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de retomber dans le piège de la dépendance émotionnelle. Jung nous a averti que le processus d'individuation est sans fin. C'est une spirale. L'être mûrit,
chute, recommence, grandit à nouveau. La liberté intérieure n'est pas un accomplissement permanent, c'est une pratique quotidienne. Et c'est alors que surgit la révélation la plus profonde. La véritable indépendance ne consiste pas à être seul, mais à s'épanouir. C'est parcourir le monde l'âme en paix, sans avoir à prouver quoi que ce soit, sans implorer l'amour, sans craindre le rejet. C'est pouvoir offrir qui l'on est, et non ce que les autres attendent de nous. Mais le monde, ironiquement, comprend rarement ce genre de force. Il la craint, car elle prouve que le bonheur ne dépend pas du système. Et lorsque l'indépendant refuse de se prêter au jeu de l'approbation, il devient une anomalie, et toute anomalie, tôt ou tard, est persécutée. Et pourtant, tel est le destin des âmes libres. Cheminer seule jusqu'à ce que l'univers lui-même se réorganise autour d'elle. Car, comme le disait Jung, ce qui est vécu consciemment devient destin. Et c'est à ce moment-là, où l'être trouve enfin l'équilibre entre autonomie et abandon, que quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose qui change complètement le sens du mot « solitude ». Nous avons pour objectif de 10 000 abonnés sur cette chaîne. Chaque nouvelle âme éveillée fait grandir cette communauté. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous et suivez-nous dans cette aventure. Les silences qui crient. Carl Jung et le pouvoir caché de l'introspection. La frontière est ténue entre le silence et l'abîme. La plupart des gens craignent de la franchir, car ils croient que le silence est vide. Mais Jung a vu le contraire. C'est dans le silence que l'inconscient parle le plus fort. C'est là, lorsque le bruit du monde cesse, que l'âme se révèle enfin. Mais presque personne n'est prêt à entendre ce qu'elle a à dire. L'homme moderne fuit son propre silence comme un prédateur. Il ouvre son téléphone portable avant même de sortir du lit, allume la télévision en mangeant et parle à des inconnus juste pour éviter de s'entendre penser. La peur n'est pas celle de l'ennui, mais celle du miroir. Car dans le silence, aucune distraction ne vient masquer la vérité. Et Jung savait que c'est à ce moment que la psyché commence à révéler ses couches les plus profondes, ses contradictions, ses ombres, ses blessures. Mais que se passe-t-il lorsqu'on a le courage d'écouter ce que son inconscient tente de nous dire? Que se passe-t-il lorsque, au lieu de fuir le vide, on décide de s'y plonger? C'est là que commence le voyage d'introspection, l'étape la plus mystérieuse et la plus transformatrice de l'âme humaine. Jung voyait l'introspection comme une forme de dialogue avec l'invisible. Il croyait qu'en chaque être existe un autre, une force silencieuse qui observe, ressent et guide. Il l'appelait le soi, le centre de la psyché. Lorsqu'une personne se tourne vers l'intérieur, elle commence à écouter ce centre, et avec lui naît une sagesse apprise non dans les livres, mais au fil de confrontations intérieures. Mais cette plongée n'a rien de romantique. Elle est difficile, déconcertante et crue, car la première rencontre n'est pas avec la lumière, mais avec l'ombre. Jung disait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est précisément ce que fait l'introspection. Elle force l'être humain à affronter de front tout ce qu'il a tenté de se cacher. Avez-vous déjà remarqué que parfois, ce que nous jugeons le plus chez les autres est précisément ce que nous refusons le plus en nous-mêmes, que l'irritation que nous ressentons peut être le reflet de quelque chose que nous n'acceptons pas intérieurement? C'est le début de la reconnaissance de l'ombre. Jung croyait que chaque émotion intense est un message de l'inconscient, une tentative de faire remonter à la surface des parties oubliées de l'âme. Mais rares sont ceux qui supportent ce miroir, car l'ombre n'est pas belle. Elle est faite d'orgueil, d'envie, de peur, de colère, de culpabilité. Elle contient toutes les pulsions et tous les désirs refoulés, tous les souvenirs que la conscience a tenté d'effacer. Et pourtant, Jung y voyait un trésor. L'or est dans l'ombre, disait-il. Autrement dit, ce que nous nions en nous-mêmes est précisément ce qui recèle le potentiel de notre transformation. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Le même esprit qui fuit l'ombre est celui qui recherche l'évolution. La même psyché qui se protège de la souffrance est celle qui aspire à la vérité. C'est comme si nous étions constamment tiraillés entre le besoin de grandir et la peur de nous voir entiers. Mais Jung croyait que cette tension était nécessaire. Sans confrontation avec l'ombre, pas d'individuation. Sans conflit, pas de conscience. L'introspection n'est donc pas un refuge, mais un champ de bataille. L'être humain qui s'autorise à regarder en lui-même découvre à quel point il se connaît peu, et cette découverte est à la fois bouleversante et libératrice, car, pour la première fois,
Il comprend que ses actions, ses choix et même ses échecs ont des racines bien plus profondes qu'il ne l'imaginait. Il réalise que la vie n'est pas une suite d'événements extérieurs, mais le reflet d'une intrigue intérieure qu'il a lui-même inconsciemment écrite. Combien de décisions avez-vous prises sans en comprendre le pourquoi? Combien de fois vous êtes-vous saboté, croyant simplement être réaliste? Jung disait que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de souvenirs, c'est une force vive qui influence chaque pensée, chaque émotion, chaque relation. Et l'ignorer, c'est comme essayer de diriger un navire sans comprendre les courants qui agitent la mer. Lorsque l'individu commence enfin à reconnaître ses mouvements internes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il acquiert un pouvoir sur lui-même. Non pas le pouvoir de contrôler, mais celui de comprendre. Il commence à percevoir ce qui l'anime, ce qui le blesse, ce qui le répète. Et c'est le premier pas vers la véritable liberté. Car il n'y a pas de liberté sans conscience. Mais ce chemin comporte un danger. Parfois, en se repliant sur soi, l'être humain s'égare. Il confond introspection et isolement, connaissance de soi et autosabotage. Jung nous avertissait que l'exploration intérieure doit être guidée par la lumière de la conscience. Sinon, on risque de se noyer dans son propre inconscient. C'est ce qu'il appelait l'inflation psychique, lorsque l'individu croit avoir atteint la totalité, alors qu'il est simplement prisonnier de ses propres illusions. Et c'est un risque réel, car plus on se connaît, plus l'ego se fait subtil. Il commence à utiliser la connaissance de soi comme un déguisement. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parlent de spiritualité tout en affichant une fierté spirituelle? Comment d'autres parlent de guérison tout en dissimulant un désir de supériorité? Jung disait que l'ego est le maître du déguisement. Il peut transformer même le silence en vanité. Par conséquent, le véritable processus d'introspection exige une vigilance constante. Il exige de l'humilité. Il exige la capacité de rire de soi-même et d'admettre « je n'y suis pas encore ». Les êtres humains qui se prennent trop au sérieux ne se connaissent jamais vraiment, car la connaissance de soi est avant tout un abandon, la reconnaissance que l'esprit conscient n'est qu'une petite partie d'un tout plus vaste. Mais ici surgit un mystère fascinant. Jung croyait qu'en plongeant suffisamment profondément, l'individu découvre non seulement sa propre psyché, mais aussi une dimension collective, l'inconscient collectif. Il le décrivait comme un vaste océan où sont archivés les symboles et les expériences de toute l'humanité. Et c'est dans cet océan que résident les archétypes, des images primordiales qui façonnent nos rêves, nos mythes, nos amours et nos peurs. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui ne semblait pas être à vous, mais à tous? Un symbole, une figure, un paysage porteur d'une signification universelle. C'est l'inconscient collectif qui parle. Jung disait que ces images sont les fils qui relient chaque être humain à la totalité de l'existence. Elles nous rappellent que, si différents que nous soyons, nous partageons le même fondement psychique. Et c'est précisément pourquoi l'introspection, même si elle peut sembler un chemin solitaire, est l'expérience la plus universelle qui soit. Car quiconque s'introspecte s'introduit inévitablement dans chacun. L'âme humaine est comme une goutte d'eau dans l'océan, individuelle par sa forme, mais faite de la même substance que la mer. Se connaître soi-même, c'est connaître l'humain. Comprendre sa douleur, c'est comprendre la douleur du monde. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. À mesure que l'individu progresse dans cette exploration, il commence à comprendre que l'inconscient n'est pas seulement un dépôt de souvenirs anciens, mais aussi un pont vers quelque chose de transcendantal. Jung voyait la psyché comme un temple. Chaque symbole, chaque rêve, chaque émotion est une porte ouverte sur le mystère. Il disait que l'inconscient est l'instrument de Dieu en l'homme. Cela signifie que l'introspection n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. C'est le chemin par lequel l'homme renoue avec le divin en lui-même. Cette prise de conscience change tout, car soudain, la souffrance cesse d'être une erreur et devient une vocation. La douleur n'est pas une punition, c'est un langage. Chaque angoisse profonde est une invitation à l'introspection, une poussée de l'âme vers un niveau de conscience supérieur. Lorsque vous comprenez cela, la peur de la douleur disparaît. Vous commencez à percevoir la valeur du chaos, le but de l'effondrement, la sagesse qui habite même la chute. Mais il existe un danger silencieux. Plus l'individu s'enfonce, plus il s'isole du monde superficiel. Les conversations ordinaires semblent vides, les liens fragiles se brisent,
Les distractions perdent de leur éclat. Ils commencent à vivre à un rythme différent, celui de l'âme. Et c'est alors que la question se pose. Est-il possible de vivre à ce niveau de profondeur tout en restant dans le monde? Jung le croyait. Il disait que le but de l'individuation n'est pas de se séparer de la réalité, mais de l'intégrer. L'être éveillé n'abandonne pas le monde. Il le transforme de l'intérieur. Il travaille, aime, souffre et rit comme tout le monde, mais tout cela en pleine conscience. Il ne vit pas pour échapper à la douleur, mais pour comprendre ce qu'elle enseigne. Cet équilibre, cependant, est rare. Il exige de l'individu qu'il garde un pied dans l'invisible et l'autre dans le concret. Et cet équilibre est constamment mis à l'épreuve. Il y a des jours où le silence intérieur devient insupportable. Il y a des moments où la lucidité ressemble à une malédiction, car trop voir est parfois une douleur quasi physique. Mais Jung nous le rappelait. L'arbre qui veut toucher le ciel doit avoir des racines aussi profondes dans la terre que ses branches s'élèvent. Et c'est précisément ce que fait le processus d'introspection. Il crée des racines. Tandis que le monde cherche à se développer vers l'extérieur, l'individu conscient se développe vers l'intérieur, et cette profondeur le rend inébranlable, car ceux qui connaissent leurs ombres ne craignent pas celles des autres. Ceux qui comprennent leur propre peur n'ont plus besoin de fuir la peur des autres. En fin de compte, l'introspection est la voie la plus difficile et la plus transformatrice vers la liberté. C'est là que l'être humain cesse d'être l'otage de l'inconscient pour devenir son allié. Il cesse de lutter contre lui-même et commence à coopérer avec son propre destin. Il comprend qu'il n'est pas seulement l'auteur de l'histoire, mais aussi le personnage, le décor et le sens caché qui se cache derrière. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsqu'il apprend enfin à écouter le silence, il réalise que ce silence n'a jamais été vide. Il a toujours été une voix, la voix la plus ancienne et la plus sage qui soit. Et c'est à ce moment-là, alors que l'être croit avoir atteint les profondeurs de son propre inconscient, qu'il découvre quelque chose d'inattendu. Les profondeurs n'existent pas. Ce qui est là, c'est un passage, une porte qui ouvre sur quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver. Le miroir invisible. Carl Jung est le prix à payer pour trop voir. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre en surface. Ils regardent autour d'eux et perçoivent tout. Le ton caché des mots, la peur dissimulée dans les gestes, le vide caché dans les sourires. Ils paraissent silencieux, mais ils lisent toujours le monde en silence. Jung disait que ces individus ne voient pas seulement ce qui est devant leurs yeux, ils perçoivent ce qui vibre derrière les apparences. Ce sont des êtres sensibles à l'inconscient collectif, capables de ressentir le poids d'émotions qui ne sont même pas les leurs. Et si cette perception profonde est un don, elle peut aussi être une malédiction. En psychologie moderne, un fait curieux se révèle. Les personnes dotées d'une sensibilité émotionnelle élevée ont 30% plus de risques de souffrir d'anxiété et d'épuisement mental. Cela se produit parce que leur cerveau traite les stimuli plus intensément. Ils ne se contentent pas d'écouter, ils absorbent. Jung appelait ce type de perception perception, fonction intuitive étendue, une capacité rare à saisir des significations invisibles. Ce sont ceux qui voient avant tout le monde, ceux qui ressentent ce que les autres n'ont pas encore perçu, et donc, ils portent souvent le fardeau d'une compréhension trop précoce. Pensez au nombre de fois où vous avez pressenti que quelque chose n'allait pas avant que cela n'arrive. Une amitié sur le point de s'effondrer, un environnement tendu, un regard annonçant la fin. Ces personnes vivent dans un état de conscience élargi où rien ne passe inaperçu. Mais le prix à payer est élevé. Elles ne peuvent éteindre cette perception. Même lorsqu'elles tentent de se reposer, leur esprit continue de déchiffrer, d'analyser et de traduire le monde invisible. Jung croyait que ce type de personne ne choisit pas de voir, mais est choisi pour voir. C'est comme si l'âme était mue par une mission silencieuse, comprendre ce qui se cache au-delà de la forme. Et cela, bien que mystique en apparence, est profondément humain. Depuis l'enfance, ces individus se sentent différents. Ils sont introspectifs, observateurs, agités. Tandis que d'autres jouaient sans réfléchir, ils se demandaient pourquoi le monde leur semblait si pesant. Mais cette sensibilité, mal comprise, peut se transformer en solitude. En 2022, une étude de l'université Harvard a montré que 61% des jeunes adultes aux États-Unis se sentent seuls, même entourés. Selon les chercheurs,
La raison n'est pas le manque d'interaction, mais le manque de connexion authentique. C'est ce que Jung avait prédit des décennies plus tôt. La solitude ne vient pas de l'absence de compagnie, mais de l'incapacité à communiquer l'essentiel. Et que se passe-t-il lorsqu'on tente de partager l'essentiel, lorsqu'on tente de parler de ce qu'on ressent vraiment? La plupart du temps, le monde se tait. La profondeur est effrayante. On dit vouloir entendre la vérité, mais on la fuit dès qu'elle apparaît. C'est pourquoi ceux qui voient trop finissent par devenir les gardiens du silence. Ils perçoivent tout, mais parlent peu. Ils observent le théâtre de la vie avec la sérénité de ceux qui ont déjà compris que presque personne n'est vraiment éveillé. Jung disait que le prix de la conscience est la douleur. Plus on perçoit, plus il est difficile de vivre en pilotage automatique. La routine, les conversations superficielles, les drames quotidiens, tout semble insignifiant. L'individu éveillé se sent dépaysé dans un monde qui se nourrit de distractions. Il essaie de s'intégrer, mais n'y parvient pas. Il tente de s'engourdir, mais son âme continue de hurler. Il devient un étranger, non par choix, mais par lucidité. Il existe une anecdote sur Jung qui illustre parfaitement cela. Un patient lui demanda un jour s'il était possible de vivre pleinement conscient en permanence. Jung sourit et répondit « Quiconque le fait trop longtemps devient fou ». Il ne disait pas cela avec désespoir, mais avec sagesse. L'esprit humain a besoin de pause. La pleine conscience est comme un soleil qui, s'il n'est pas équilibré par de l'ombre, brûle l'esprit lui-même. C'est pourquoi Jung accordait une telle importance à l'inconscient. Il ne le considérait pas comme un ennemi, mais comme le régulateur de l'âme. Il croyait que la psyché doit alterner entre lumière et obscurité. Ceux qui vivent uniquement dans la lumière de la raison s'épuisent. Ceux qui vivent uniquement dans l'ombre se perdent. L'équilibre entre les deux est ce qui maintient l'esprit en bonne santé. Et c'est précisément cet équilibre que les personnes hautement conscientes doivent apprendre à cultiver. Mais comment trouver l'équilibre dans un monde qui ne s'arrête jamais? L'excès de stimuli, la rapidité de l'information, la pression constante de la productivité. Tout cela éloigne les êtres humains d'eux-mêmes. Jung dirait que le problème ne réside pas dans les progrès technologiques, mais dans la régression de l'âme. La civilisation moderne nous apprend à penser plus vite, mais pas à nous sentir mieux. Elle remplit le temps, mais vide de sens. C'est pourquoi de plus en plus de personnes, même avec accès à tout, se sentent déconnectées d'elles-mêmes. Ce que nous appelons anxiété sociale n'est souvent que l'inconscient qui essaie de nous dire « tu t'éloignes trop de ton centre ». Le corps réagit, l'esprit hurle, et l'âme, silencieuse comme toujours, se contente d'observer, attendant le retour. Des données récentes de l'Organisation mondiale de la santé révèlent que plus de 280 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. Parmi les principales causes figurent l'isolement émotionnel, le sentiment de ne pas être compris. Jung voyait cela comme un symptôme spirituel, et pas seulement clinique. Il croyait que chaque crise émotionnelle est un appel de la psyché à réorienter l'individu vers son véritable centre. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui ont peu d'amis ou préfèrent la solitude sont souvent plus conscients que tristes. Ils s'éloignent du bruit non par faiblesse, mais par nécessité. Ce sont eux qui comprennent que le silence est une forme de guérison, qu'il vaut mieux être seul en paix qu'entouré de gens et en proie à une guerre intérieure. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent. Ces individus sensibles, introspectifs et profonds, ceux-là même que le monde qualifie de différents, sont souvent les premiers à aider les autres. Leur empathie transcende l'ordinaire. Ils ressentent la douleur des autres comme si c'était la leur. Et paradoxalement, plus ils sont empathiques, plus ils se sentent seuls. Car pour aider les autres sans se perdre soi-même, il faut posséder une force que le monde lui-même ne comprend pas toujours. Jung croyait que le véritable guérisseur est celui qui a été blessé. Il disait que la blessure est la porte par laquelle l'âme accède à la conscience. Cela signifie que les personnes les plus sages ne sont pas celles qui ont toujours été en bonne santé, mais celles qui ont survécu à leur propre douleur. Elles ont appris à transformer la souffrance en compréhension, la perte en but et le silence en langage. Et c'est à ce moment-là que le cycle se referme. Ce qui semblait être une faiblesse, la sensibilité, l'introspection, la solitude, se révèle être le plus grand pouvoir qui soit, celui de voir les autres, le monde et soi-même avec une clarté que peu peuvent supporter.
Et lorsqu'on atteint ce niveau de perception, rien n'est plus pareil. La vie ordinaire devient profonde. Le simple prend une teinte mystique. L'œil commence à voir l'invisible. Et soudain, l'individu se rend compte de quelque chose de troublant. Ce n'est pas lui qui a choisi de voir le monde de cette façon. C'est le monde qui l'a choisi pour le voir. La face cachée de l'âme, Carl Jung, et le pouvoir silencieux de l'ombre. Il y a une vérité que presque personne ne veut admettre. La part la plus dangereuse de nous-mêmes n'est pas ce que nous montrons au monde, mais ce que nous cachons, même à nous-mêmes. Jung appelait cette région de la psyché l'ombre, ce territoire obscur où résident les instincts refoulés, les émotions niées et les désirs que l'esprit tente d'effacer. C'est un espace invisible et pourtant actif. Il nous anime, nous guide et sabote souvent tout ce que nous essayons de construire. Et le plus effrayant, presque personne ne se rend compte qu'il prend le dessus. L'homme moderne se croit rationnel, logique et conscient. Il croit contrôler ses pensées, ses décisions et ses impulsions. Mais Jung nous a averti que cette croyance est illusoire. L'inconscient, cette partie cachée et autonome de l'esprit, influence plus de 90% de notre comportement. À chaque geste, choix ou parole, il y a quelque chose en nous qui prend des décisions. Et ce quelque chose n'obéit à aucune règle morale ou logique. Il est primitif, émotionnel et symbolique. L'ombre, c'est donc notre humanité brute. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à cacher ce qui est laid. La colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil, le désir. Nous apprenons que ressentir cela est mal, et nous commençons alors à construire des masques. Nous devenons polis, contrôlés, socialement acceptables. Mais ce que nous refoulons ne disparaît pas. Il se transforme. La colère se transforme en passivité, la jalousie en critique, l'orgueil en autosabotage. Et plus nous essayons de nier qui nous sommes, plus l'ombre grandit silencieusement, cherchant des moyens subtils de se manifester. Jung le constatait quotidiennement chez ses patients. Des hommes respectés qui nourrissaient secrètement des fantasmes de pouvoir. Des femmes dociles qui, inconsciemment, nourrissaient une haine refoulée. Des personnes religieuses qui rêvaient de violence. Il disait que l'ombre n'est pas le contraire de la moralité, mais son complément. Elle contient tout ce que nous devons reconnaître pour être entiers. Et ceux qui ne l'affrontent pas finissent par être dominés par elle. Mais pourquoi est-il si difficile de regarder en soi? Parce que l'inconscient parle en symboles, pas en mots. Il s'exprime en rêve, en erreur, en maladie, en répétition. Combien de fois avez-vous vécu le même type de relation avec des personnes différentes? Combien de fois avez-vous juré de changer et êtes-vous revenu là où vous vous étiez arrêté? C'est l'ombre qui tente de révéler ce qui n'a pas encore été compris. Jung disait que l'inconscient trouvera toujours un moyen de se manifester, et s'il n'est pas entendu, il hurlera à travers la souffrance. Il est curieux d'observer comment la société moderne tente de combattre la souffrance par la distraction. Les gens remplissent leur temps d'écran, de conversation, de séries, d'engagement, tout ce qui les empêche de se connecter à eux-mêmes. Ils appellent cela la vie moderne, mais Jung la qualifierait d'évasion collective. Il croyait que la plus grande crise de l'humanité n'est ni politique ni économique, mais psychologique. L'humanité a perdu le contact avec son âme, et quand l'âme est ignorée, elle se venge. Par l'ennui, l'apathie, l'insomnie, l'anxiété. Ces symptômes ne sont pas de simples maladies, ce sont des messages. C'est l'inconscient qui tente de nous remettre sur les rails, nous rappelant que nous ne sommes pas que des consommateurs et des producteurs, mais des êtres spirituels en quête de sens. Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais regarder à l'intérieur demande du courage, et la plupart des gens préfèrent rester endormis. L'éveil, cependant, survient de manière inattendue, parfois à travers une perte, une crise, un chagrin d'amour. D'autres fois, à travers un sentiment inexplicable de vide. Même lorsque tout semble aller pour le mieux, ce vide est l'appel de l'ombre. Il veut être vu, accepté, intégré. Et seuls ceux qui y font face comprennent ce que Jung appelait le processus d'individuation, le cheminement vers la plénitude, la réconciliation entre la lumière et l'obscurité en soi. Une citation de Jung résume parfaitement cette idée. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. La véritable évolution ne consiste pas à nier qui nous sommes, mais à intégrer, aimer le bien
et comprendre l'obscurité, car le mal ne disparaît pas lorsqu'il est réprimé, il se dissimule. L'ombre est rusée, elle se manifeste sous la forme de jugement, d'intolérance et de supériorité morale. Quand quelqu'un dit « je ne pourrai jamais faire ça », c'est précisément là que se cache son ombre. Jung a observé que les gens ont tendance à projeter leur ombre sur les autres. Ils voient à l'extérieur ce qu'ils ne supportent pas de voir à l'intérieur. Les préjugés, la colère et le mépris que nous ressentons pour les autres révèlent en réalité des aspects de nous-mêmes que nous n'acceptons pas. C'est pourquoi il disait que ce qui nous irrite le plus chez les autres est ce sur quoi nous devons travailler en nous-mêmes. Et cette simple phrase explique en grande partie le chaos humain. Guerre, fanatisme, annulation, polarisation, tout cela naît de l'incapacité collective à gérer notre propre ombre. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir grossissant de ce que l'inconscient humain tente de dissimuler. Mais il y a plus surprenant encore. Dans l'ombre, il y a aussi la lumière. Jung croyait que là, entre les instincts et les peurs refoulées, réside le potentiel créatif de l'individu. Tout art, tout talent, toute inspiration naissent de cette énergie transformée. La même impulsion qui peut engendrer la destruction, si elle est comprise, peut engendrer la beauté. L'artiste, le penseur et le guérisseur sont, par essence, ceux qui ont appris à dialoguer avec leur propre obscurité sans se laisser engloutir par elle. Cette compréhension change tout, car nous comprenons que le but n'est pas d'éliminer l'ombre, mais de faire la paix avec elle. Ce qui se cache dans l'obscurité n'est pas l'ennemi, mais une partie du tout. Nier l'ombre, c'est nier la moitié de son âme, et lorsque l'individu l'accepte, il cesse de projeter le mal sur le monde. Il comprend que l'autre n'est que le reflet du même processus humain qui l'habite. L'empathie naît alors, dans la reconnaissance que nous essayons tous de gérer nos propres démons intérieurs. Mais le chemin vers cette intégration est ardu. Il exige vigilance, patience et surtout honnêteté. Jung disait que la connaissance de soi n'est pas un processus aisé, mais un processus de destruction. Il est nécessaire de démanteler l'ego, les croyances et les vérités. Et dans ce processus, il y a des moments d'obscurité totale. C'est ce qu'il appelait la nuit de l'âme, une période où tout ce qui avait un sens cesse d'en avoir. Mais c'est précisément à ce moment que la transformation commence. L'ombre, une fois comprise, devient un guide. Elle révèle ce qui a besoin d'être guéri, transformé, ce qui est encore blessé. C'est la carte de l'inconscient. Et lorsque l'individu commence à suivre courageusement cette carte, il découvre que derrière l'obscurité se cache quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui attend depuis toujours d'être révélé. Jung croyait que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une énergie en quête d'expression, et que, paradoxalement, cette lumière ne peut naître que de l'obscurité. L'ombre est le ventre où naît la conscience. C'est le chaos qui précède la renaissance. C'est le moment où l'être humain cesse d'être victime de la vie et devient acteur de sa propre évolution. Mais il y a un danger. Plus on se rapproche de sa vérité intérieure, plus l'ego tente de résister. Il crée distraction, doute et peur. Il essaie de vous convaincre qu'il est plus sûr de rester inconscient, car la conscience libère, mais elle exige aussi une responsabilité. Ceux qui s'éveillent ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir. Ils ne peuvent plus blâmer le monde, le destin ou les autres. Ils doivent assumer leur propre pouvoir, et c'est ce qui les effraie le plus. Jung disait que l'inconscient est comme un dieu intérieur. Il exige des sacrifices. Le sacrifice de l'orgueil, du mensonge, de la fuite. Et ce n'est que lorsque l'ego s'agenouille devant la vérité que l'être renaît. L'ombre cesse d'être un monstre et devient un maître. Et puis, au plus profond du cheminement, alors que tout semble résolu, l'individu découvre quelque chose qui bouleverse sa perception. L'ombre ne disparaît jamais. Elle ne fait que changer de forme. Car tant qu'il y aura de la vie, il y aura dualité. Lumière et obscurité dansant au sein d'un même cœur. Et c'est cette danse qui maintient l'être humain vivant, conscient et en mouvement. En fin de compte, Jung avait raison. Il n'y a pas de guérison sans confrontation, pas de croissance sans douleur. L'ombre n'est pas ce qui nous détruit, c'est ce qui nous rappelle à nous-mêmes. La traversée finale. Carl Jung est le retour à la plénitude de l'âme. Il arrive un moment où tout se tait. Aucun bruit extérieur ne peut combler ce qui naît en nous. C'est le moment où l'être humain, après avoir traversé ses lumières et ses ombres,
réalise que le plus grand accomplissement n'est pas de comprendre le monde, mais de se comprendre enfin soi-même. Jung disait que le processus d'individuation est un cercle, non une ligne. Il commence et se termine au même point, la réunion avec le centre de l'âme, et c'est peut-être là, dans ce silence mûr, que le voyage atteint son stade le plus profond. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici, authenticité, indépendance, introspection, face à l'ombre, ne sont pas des étapes isolées, mais des éléments d'un mouvement unique, le retour à la plénitude. Les êtres humains naissent entiers, mais la vie les fragmente. La société les façonne, la peur les divise, le temps les disperse. Et à un moment de leur existence, ils commencent à ressentir l'absence de quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. C'est l'âme qui les appelle. Le sentiment d'une part perdue, d'un élément essentiel qui a été laissé derrière. Jung pensait que cet appel n'était pas un accident, mais le signe que la psyché cherche à retrouver son équilibre. La plupart des gens tentent de combler ce vide par des stimuli. Relations, statut, consommation, reconnaissance. Mais rien ne satisfait durablement. C'est comme boire de l'eau salée. Plus on en consomme, plus on a soif. Cela se produit parce que la recherche est externe, alors que l'origine de la faim est interne. L'âme ne recherche pas la distraction, elle recherche l'intégration. Elle ne désire pas plus de bruit, mais la cohérence. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque l'individu décide enfin de regarder à l'intérieur, le monde extérieur commence à changer. Jung disait « Quiconque regarde à l'intérieur s'éveille, et le monde qui l'entoure se réorganise pour refléter cette prise de conscience. » La transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. La réalité répond à l'état de l'âme. Mais que signifie concrètement devenir entier? Cela signifie abandonner la guerre intérieure entre qui nous sommes et qui nous prétendons être. Cela signifie permettre à la lumière et à l'ombre de coexister, sans que l'une ne détruise l'autre. La véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la réconciliation des parties. La première étape de ce retour est la reconnaissance. Reconnaissez qu'il y a quelque chose en vous qui a été ignoré pendant trop longtemps. Il peut s'agir d'une émotion étouffée, d'une vocation refoulée, d'une vérité oubliée. Reconnaître, c'est allumer la lumière. C'est se regarder avec honnêteté, sans masque, sans justification. La deuxième étape est l'acceptation. Accepter n'est pas être d'accord, c'est accueillir. C'est comprendre que ce qui existe en vous, même ce qui fait mal, a une raison. Chaque ombre a une histoire, et chaque blessure contient un message. L'acceptation est le début de la guérison. La troisième étape est l'intégration. C'est lorsque l'individu cesse de lutter contre lui-même et commence à coopérer avec son propre inconscient. Au lieu de nier les impulsions, vous apprenez à les transformer. Au lieu de fuir la douleur, apprenez à l'écouter. L'énergie refoulée est convertie en créativité, compassion et objectif. Ce qui était autrefois détruit se construit désormais, mais ce processus exige de la présence. Jung a affirmé que la conscience ne s'acquiert pas sans douleur, et cette douleur, comprise, devient sagesse. Chaque crise est une opportunité de découverte de soi. Chaque perte est une invitation au réalignement. La souffrance cesse d'être une punition et devient un enseignement. Pensez aux personnes les plus sages que vous connaissez. Aucune d'elles n'a atteint la maturité sans avoir à endurer ses propres ruines, car c'est dans les ruines que se trouve le fondement de l'âme. L'individu qui s'est déjà effondré et reconstruit possède une sérénité qui ne s'apprend pas dans les livres. Il sait que rien n'est permanent, ni la douleur, ni la peur, ni l'ego. Et c'est là que naît la véritable liberté. La liberté de ne plus avoir besoin de tout contrôler, de ne plus se définir par le regard des autres, de ne plus dépendre d'une acceptation extérieure. C'est la liberté silencieuse de ceux qui savent que tout ce dont ils ont besoin vit déjà en eux. Mais Jung nous a prévenus. Cet état n'est pas permanent. La conscience est un processus vivant et dynamique. L'âme évolue par cycle, et les êtres humains doivent apprendre à danser avec eux. Il y aura des jours de lumière et des jours d'ombre. Il y aura des périodes de clarté et des périodes de confusion. Le secret n'est pas d'éviter le cycle, mais de le comprendre. Tout comme le cœur bat et respire, la psyché inspire et expire également par des mouvements d'expansion et de contraction. Lorsqu'un individu comprend cela,
La vie cesse d'être une ligne droite pour devenir une spirale. Il réalise que chaque répétition apporte une leçon plus profonde. Les erreurs ne sont plus des échecs, mais des pas vers la conscience. La culpabilité se transforme en responsabilité et la peur en discernement. Imaginez maintenant si cette compréhension était appliquée concrètement, si chacun décidait aujourd'hui de cesser de se fuir, si, au lieu de chercher un coupable, il se regardait dans le miroir et se disait « La transformation commence ici ». Ce serait le véritable bond évolutif de l'humanité, non pas technologique, mais spirituel. Pour que ce changement devienne réel, Jung a suggéré 3 pratiques essentielles. 1. Dialogue avec l'inconscient. Écrire ce que l'on ressent, consigner ses rêves, observer les répétitions, écouter les signaux. L'inconscient s'exprime par des symboles, et chaque détail du quotidien peut être un message. Un comportement récurrent, une coïncidence, une émotion soudaine, tout cela peut être un moyen pour l'âme de communiquer. Plus l'individu est attentif, plus l'inconscient coopère. 2. Solitude consciente. Le silence est le laboratoire de l'âme, mais pas celui de l'isolement amer, celui de l'observation. Prenez chaque jour un moment pour vous déconnecter du monde extérieur. Marchez seul, asseyez-vous en silence, respirez. La solitude, vécue avec présence, révèle des secrets que la foule ne dévoilera jamais. 3. Service authentique. L'individuation ne se termine pas en soi. Lorsqu'un individu se comprend, il commence naturellement à contribuer au collectif. Il comprend qu'il n'y a pas de séparation entre soi et l'autre. La conscience individuelle est une cellule de la conscience universelle. Aider quelqu'un est donc une façon de se guérir. Ces 3 pratiques, l'écoute intérieure, le silence et le service, forment la triade de la transformation. Elles sont simples, mais elles exigent une discipline émotionnelle. Elles requièrent ce que Jung appelait attention sacrée, la volonté de traiter sa propre âme avec le même respect que l'on a pour quelque chose de divin. Et il y a un détail crucial. Ce processus est sans fin. L'âme n'est pas un projet à achever, mais un voyage continu d'expansion. À chaque étape, de nouvelles ombres émergent, de nouvelles vérités se révèlent, de nouvelles parties s'intègrent. L'être humain est en perpétuel devenir, jamais achevé. L'erreur que beaucoup commettent est de croire que l'éveil est une destinée. Ce n'est pas le cas, c'est un état de pratique constante. L'individu éveillé n'est pas celui qui est toujours en paix, mais celui qui sait retrouver la paix, même après le chaos. Jung disait que la personne véritablement sage est celle qui a appris à se réconcilier avec sa propre humanité. Elle ne recherche pas la perfection, mais la plénitude. Et c'est cette plénitude qui transforme son mode de vie. Le travail devient expression. L'amour devient partage. La souffrance devient apprentissage. La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ de création. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. Le processus d'individuation est contagieux. Lorsqu'une personne prend conscience, elle influence silencieusement l'inconscient collectif. Sa façon d'agir, de parler, de regarder et de réagir crée des ondulations subtiles qui touchent son entourage. C'est ainsi que le monde change, non par contrainte, mais par vibration. Une âme éveillée en éveille une autre, puis une autre, jusqu'à ce que la conscience se répande comme la lumière dans une grotte obscure. Vous pouvez être cette lumière. Nul besoin de titre, de gourou ou de rituel. Il vous faut simplement le courage de vous regarder en vous et de ne pas détourner le regard lorsque vous découvrez ce qui vous fait mal. Car c'est précisément ce qui fait mal qui a besoin d'être guéri. L'âme ne recherche pas la perfection, elle recherche la présence. Et lorsque vous commencez à vous transformer, la vie commence à réagir. De nouvelles personnes apparaissent, des opportunités se présentent, les coïncidences se multiplient. L'univers, qui semblait indifférent, se met à bouger avec vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la synchronicité. Jung croyait que l'inconscient et le cosmos sont indissociables. Lorsque vous vous alignez avec votre vérité, la réalité s'ajuste. Le chemin est donc clair. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Regardez vos contradictions sans peur. Pardonnez-vous pour ce que vous avez fait quand vous ne saviez pas qui vous étiez. Et rappelez-vous, la lumière que vous recherchez a toujours été au même endroit, au centre de votre propre être. Mais le plus beau, c'est ce qui vient ensuite. Car lorsqu'un individu atteint cette conscience, il ne s'isole pas. Il revient au monde avec une nouvelle perspective.
Il comprend qu'il n'est ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Il réalise que chaque être humain, à un certain niveau, essaie de se souvenir de qui il est, et, à cet instant, il participe au mouvement le plus sacré de la vie, illuminer sans effacer, enseigner sans imposer, guérir sans juger. Et le plus grand secret que Jung nous ait laissé est peut-être celui-ci. L'âme ne cherche pas la perfection, elle veut être comprise. Lorsqu'elle est comprise, tout autour d'elle se réorganise. La paix que vous recherchez ne vient pas du monde, mais de l'acceptation profonde de qui vous êtes. Et maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'une partie de vous est prête, prête à vous libérer du pilotage automatique, à vivre avec une plus grande présence, à transformer la douleur en conscience et le silence en sagesse, non pas parce que la vidéo le disait, mais parce qu'en vous, quelque chose a reconnu la vérité dans ces mots. À partir d'aujourd'hui, entraînez-vous au retour, fermez les yeux et écoutez ce que votre âme essaie de vous dire. Écrivez ce que vous ressentez, pardonnez ce qui reste, et rappelez-vous, chaque pas conscient, aussi petit soit-il, est une victoire sur l'inconscience. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Un vaste réseau d'âmes s'éveille simultanément, silencieuses, discrètes, mais puissantes, et chacune d'elles, comme vous, porte en elle l'étincelle de la transformation dont le monde a besoin. Alors, que ce message soit non seulement entendu, mais vécu, que votre vie devienne un témoignage de ce que Jung appelait le plus grand acte de courage, devenir qui vous êtes vraiment. Et lorsque ce réveil se produira, et il se produira, vous réaliserez la véritable intrigue de cette histoire. Tout le chemin qui semblait vous mener vers la sortie vous a en fait toujours ramené vers la maison. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre expérience, anonymement si vous le souhaitez. Nous construisons ici une communauté d'âmes éveillées, et votre présence contribue à cette transformation.